Thierry Brucquevin, bonjour. Bonjour. Avec votre dernier livre, Le pouvoir illégal des élites, vous déroulez un réquisitoire implacable, exhaustif et sans appel contre certaines pratiques de nos élites politiques, financières, économiques, militaires, mais aussi religieuses et culturelles. La première question qu'on a envie de vous poser après avoir lu votre livre est celle-ci. Ne craignez-vous pas de vous exposer vous-même à des représailles personnelles de la part de ces forces illégales et adémocratiques que vous dénoncez et dont vous mettez à jour les pratiques occultes? En fait, ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est d'essayer de montrer que ces différents pouvoirs sont liés les uns aux autres. Et j'ai pas beaucoup de crainte en réalité d'avoir des problèmes par rapport à ça. C'est qu'en fait, je suis pas un journaliste d'investigation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément nouveau qui peut faire qu'on attaque telle ou telle personne. Moi, je reprends des choses qui ont déjà été écrites par d'autres et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le système qui est derrière. Et donc, de ce point de vue-là, eux, ils cherchent... la répression directe, elle est disons, plus personnelle. Généralement, elle est opérée vis-à-vis de ça. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a justement 8 grands pouvoirs derrière tout ça. Le pouvoir économique et financier, le pouvoir des organisations internationales, le pouvoir étatique, le pouvoir répressif, le pouvoir idéologique, le pouvoir relationnel, celui des réseaux, et le pouvoir de communication. Ces 8 grands pouvoirs, c'est cette articulation entre les élites de ces 8 pouvoirs qui dirigent le monde. C'est ça un peu que j'essaie de montrer. Voilà. Non, après, de fait, professionnellement, il peut toujours y avoir un peu toujours délicat de taper un peu sur les dominants, puisque c'est quand même eux qui nous embauchent, mais bon. Alors, entrons directement dans le sujet de votre livre. Votre premier chapitre est intitulé « Le pouvoir financier illégal des élites, banques, dettes et paradis fiscaux ». Tout un programme. Pouvez-vous nous expliquer notamment en quoi les banques ont un pouvoir illégal et en quoi la dette, par exemple, est adémocratique? En fait, ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ces pouvoirs, en fait, c'est qu'il y a un peu 3 niveaux, trois grands niveaux de pouvoir. Et le premier niveau de pouvoir, celui qui est connu, c'est le pouvoir légal, mais qui est inégal ou non égal. C'est globalement l'analyse un peu marxiste classique qui explique qu'il y a une exploitation des individus et des travailleurs en général. Ça, c'est le premier niveau. C'est le fondement du capitalisme en quelque sorte. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'autre élément, il y a une dimension déjà plus gênante, c'est quand ça devient antidémocratique, adémocratique. Et puis le troisième niveau, c'est quand ça va encore plus loin, c'est quand ça devient illégal. Surtout quand c'est les élites, nos élites de la République, qui commettent des actions illégales, alors qu'elles sont, comment dire, elles défendent l'état de droit, la démocratie, et donc c'est contre-productif. Il y a un écart entre le discours et les pratiques. Donc dans le domaine financier, il y a ces 3 niveaux à nouveau qui agissent, et la première partie du pouvoir des élites financières, c'est légal. C'est notamment en particulier le cœur du pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir des banquiers à travers la dette publique, qui est tout ce qui est plus légal. Hein. Mais c'est quand même là le cœur du pouvoir aujourd'hui, et après on va vers la dimension illégale quand cet argent-là est placé dans les paradis fiscaux, où il y a de la fraude, où il y a du blanchiment d'argent, là on arrive dans la dimension illégale. Mais donc il ne faudrait pas non plus, autant je m'intéresse donc à la dimension illégale parce qu'elle est peu développée en règle générale, mais je ne veux pas, comment dire, oublier la dimension antidémocratique du système, parce que ça serait une dérive complotiste de penser que c'est que des réseaux, que c'est que des anecdotes ou des personnalités qui dirigent le monde. Non, c'est d'abord un grand système, et le cœur du système, c'est des actions légales qui relèvent de l'exploitation, mais il y a des actions illégales, et il faut en parler, parce que si on oublie ces actions illégales, à un moment donné, il y a un gap entre le discours démocratique de nos élites républicaines qui disent « voilà, je suis un grand démocrate », et puis leurs pratiques concrètes. Donc juste pour terminer par rapport à ça, je ne sais pas si la question va être posée par rapport à ça, c'est le cœur du pouvoir aujourd'hui, c'est la dette. C'est qu'à travers la dette, les États sont dirigés par les banquiers, et puisque s'ils n'obéissent pas et s'ils n'appliquent pas en gros les dictats des marchés financiers, on augmente les taux d'intérêt, et il y a une pression très forte, notamment avec les agences de notation,
qui fait qu'un président aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs au pays du Sud, ça fait depuis longtemps, à travers les plans d'ajustement structurel, mais maintenant aussi au Nord, ils ne peuvent pas diriger sans avoir, disons, l'aval des banques privées et publiques. Et qui est-ce qui coordonne tout ça? C'est la Banque mondiale et le FMI qui coordonnent toutes ces banques privées. Voilà. Donc, si on voulait dépasser ça, si on voulait empêcher ce pouvoir-là, il faudrait au moins deux pratiques. La première, c'est de permettre aux États d'emprunter à des banques publiques, puisque en fait les banques publiques, du coup en remboursant à des banques publiques, l'État on rembourse à nous-mêmes, et donc on n'est pas dépendant des différents dictats des marchés privés et des hausses des taux d'intérêt. Et l'autre élément, c'est que justement les banques deviennent publiques, qu'il n'y ait plus de banques privées extrêmement puissantes, et de monde multinational du coup privé qui dirige le monde. Donc il faudrait qu'elles deviennent publiques, et puis qu'on morcelle, quand ça devient trop gros, qu'on morcelle ça sous forme de coopérative privée. Dans le même ordre d'idées, vous dites que les attaques spéculatives contre la monnaie, qu'on voit se perpétrer de temps en temps, renforcent en fait le pouvoir des financiers. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Parce qu'une des techniques utilisées pour s'enrichir, bon, il y a déjà les mécanismes naturels, notamment les lois du capitalisme, qu'on appelle les mécanismes Kongratiev, où il y a sans arrêt un cycle de crise, une croissance, puis une crise, ça c'est déjà les cycles naturels. Mais ils peuvent être accélérés volontairement à travers justement les attaques spéculatives. On en a vu beaucoup dans les années 90 en Asie, en Russie, etc. Et ça renforce ces mécanismes de crise. Et que finalement, quand il y a une bulle financière qui explose, les plus riches s'enrichissent, les banques les plus riches s'enrichissent et rachètent les banques les plus pauvres, et de la même façon, les plus grosses transnationales rachètent les plus petites. Donc la crise profite aux plus puissants. Vous parlez ensuite du pouvoir historique des banques sur l'État français, notamment depuis Napoléon. On sait en effet que l'argent est le nerf de la guerre, mais en quoi cela est-il illégal ou adémocratique? Donc il y a deux choses différentes. Comment dire, il y a la dimension adémocratique, la dimension l'exploitation, la dimension non égale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'on peut s'enrichir à travers des intérêts, c'est un peu ce que Keynes dénonçait à travers le côté parasitiste de la finance. Ensuite, elle devient antidémocratique quand il y a une collusion entre les banquiers et le gouvernement. Et on voit régulièrement, ça on le voit, ce mécanisme-là, c'est un peu le pouvoir des réseaux qu'on verra tout à l'heure, ça fait partie des 8 pouvoirs. On voit qu'il envahit tous les autres pouvoirs. Mais c'est pas que le problème, c'est pas uniquement la question des réseaux. Comme le pensent justement certains complotistes, ils pensent que tout est réseau. Et les réseaux, il y en a partout, mais c'est pas ça forcément le cœur du système. Mais c'est un des éléments, évidemment. Et un des éléments, pour prendre un exemple de la fameuse histoire de la dette, c'est que depuis 1973, on a commencé l'État n'a plus le droit d'emprunter aux banques publiques, elle doit emprunter à des marchés financiers. Et cette loi a été décidée sous le gouvernement, donc par Giscard, sous le gouvernement Pompidou, et le président Pompidou était un ancien de la banque Rothschild. Donc on voit à nouveau ce lien entre ces deux mondes. Aujourd'hui, on a Macron qui vient aussi de la banque Rothschild, et de la même façon, on voit les anciens Goldman Sachs qui envahissent les différents lieux, la Banque centrale européenne, etc., au gouvernement italien. On voit que les banquiers sont vraiment au cœur du système, mais il n'y a pas que les banquiers, il y a en gros les dirigeants des grandes transnationales, mais on voit qu'il y a vraiment un problème là, du coup, problème de démocratie. Et après, on va jusqu'à l'illégalité quand, par exemple, les multinationales développent les paradis fiscaux ou qu'on les laisse faire. Et là, il y a l'anecdote du moment, c'est le Luxembourg qui organise le développement, qui a un paradis fiscal et qui légal, avec toute une face noire de blanchiment d'argent, etc. Sans parler de l'affaire Clearstream qui avait été mise en avant par Denis Robert, où justement il y a toute une dimension illégale aussi dans cette banque, même si ça n'a pas encore été, disons, prouvé par un procès. Alors, restons encore un petit peu sur la dette, qui est effectivement une des choses les plus importantes dans les relations entre les différents pays et entre les individus et les collectivités. Cette dette, vous dites, est un instrument au service de la domination des États et de leurs peuples par le capitalisme financier. Mais
Pourtant, ce sont les États eux-mêmes, c'est-à-dire les peuples, qui ont voté les lois qui permettent aux banques de fabriquer de la monnaie virtuelle et de les financer. Ce sont les États eux-mêmes qui ont décidé démocratiquement de ne plus battre monnaie et de voter les fameuses lois bancaires dont vous venez de parler, qui donnent ce pouvoir exorbitant aux banques. Il s'agit donc bien là d'un pouvoir légal, semble-t-il, et voulu par l'État. De ce point de vue, le capitalisme financier ne serait pas un système spontané et pervers, mais une fabrication artificielle, consciente et voulue par l'État. Le capitalisme, le système dans lequel on est, effectivement, c'est un capitalisme financier, souvent on oublie de le dire. Enfin, c'est un capitalisme tout court, et il y a une dimension financière de plus en plus forte. Ça dépend des époques. Donc là, c'est la dimension financière qui prend aussi beaucoup de puissance à travers la dette. À l'époque de Marx, on mettait plus en avant la question du capitalisme industriel. Et donc, effectivement, l'État organise son impuissance, mais volontairement. Et pourquoi? Puisqu'en fait, à nouveau, je reviendrai régulièrement sur une analyse un peu marxiste des choses, c'est dans la mesure où il y a des intérêts de classe communs entre justement les infrastructures économiques, bancaires, financières, industrielles et les superstructures que sont l'État, le droit, etc. Et il y a des intérêts de classe, donc il y a une lutte des classes, c'est une analyse marxiste, et qu'il y il y a des intérêts de classe entre élites économiques et politiques. Donc vous prenez le patrimoine, en l'occurrence, aujourd'hui des membres du gouvernement français, ils font partie pas de la classe populaire en majorité, et donc eux n'ont pas intérêt à créer des lois qui vont les défavoriser. Donc ils ont intérêt à créer des lois qui favorisent les élites financières et économiques. Donc finalement eux-mêmes, eux, leurs frères, leurs sœurs. Voilà. Bon, un exemple parmi d'autres, la famille Sarkozy, parmi certains, il y en a un qui dirige Malakoff Médéric, un autre qui dirige la banque Cargill, etc. C'est des grandes entreprises, voire des multinationales. Voilà, donc il y a des intérêts classes familiales voilà, entre eux. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a des milliers comme ça d'exemples. Oui, donc de fait, vous confirmez bien que le capitalisme financier, finalement, est créé par l'État lui-même. Oui, c'est une par les organisation. lois qu'il vote. Voilà. Bon, disons que dès la Révolution française, quand on a fait la Révolution, en s'appuyant sur liberté, égalité, fraternité, surtout, ce qui a été mis en avant, c'était surtout une révolution bourgeoise qui a permis de développer l'intérêt des propriétaires, donc en fait des industriels, dès le démarrage. Alors, vous parlez ensuite du pouvoir illégal des organisations internationales publiques de type ONU, OMS, UNICEF, etc. Vous parlez également de malversations perpétrées par les transnationales pharmaceutiques lors de la lutte contre certaines épidémies, et ce, avec la bénédiction des États. Cela peut ne pas paraître évident à première vue. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur ce phénomène? Donc en fait, j'ai fait, parmi les différents pouvoirs que j'ai mis en avant, j'ai dissocié, disons, le pouvoir des organisations internationales, qui est un pouvoir public international, et le pouvoir étatique, qui est un pouvoir public national. Mais bon, finalement, c'est la même logique, c'est une extériorisation au niveau international de ce mécanisme-là. Donc c'est les mêmes mécanismes que j'ai expliqué tout à l'heure, cette fois-ci à l'échelle des multinationales. Et un exemple qui permet de l'illustrer, c'est la peur pour les dominants, en l'occurrence, qui sont plutôt des blancs riches, c'est la peur, ce qu'ils appellent de l'arme démographique du tiers-monde, des populations du tiers-monde. Et s'ils augmentent largement, ils sont minoritairement blancs, enfin, la majorité ne sont pas blancs. Et donc Kissinger, qui était un conseiller des dirigeants américains, a développé toute une théorie justement sur le danger de l'arme démographique, parallèlement à ça. Mais donc il y a beaucoup d'élites, notamment au Club de Rome par exemple, qui ont peur de cet élément-là, parce que le pouvoir des masses, en particulier du Sud, les dérange. Et donc ils ont organisé, c'est un peu la logique naturelle, ils ont financé certaines agences des Nations Unies, notamment le FNUAP qui s'occupe de la gestion des populations, notamment l'agence Rockefeller, donc les banquiers Rockefeller, ont financé des recherches, des études, et c'est même eux d'ailleurs qui ont le siège de l'ONU qui se situe à New York a été financé, ou à Washington, j'oublie, j'ai un trou de mémoire, en tout cas a été financé par un don de la Fondation Rockefeller, et donc ils font pression pour donc, que ces intérêts de ces grandes multinationales soient mis en avant.
Et donc, parallèlement à ça, ils ont donc une vision, ils veulent juguler la population parce qu'ils ont peur que ça les dépasse, hein, surtout celle du Sud, surtout celle des pauvres. Et donc, ils ont une vision aussi eugéniste, hein, les élites. Et par exemple, Huxley, c'était un des dirigeants de l'UNESCO, un des présidents de l'UNESCO, qui lui dirigeait aussi la Ligue eugéniste internationale pendant, donc, il y a quelques années de ça. Donc c'était une personne de la famille de Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes. Donc on voit qu'il y a un lien très puissant entre les élites politiques comme Kissinger et Huxley et des dirigeants de multinationales comme les Rockefeller. Là, on voit, je prenais l'exemple de l'UNESCO et du FNUAP à l'ONU, mais on peut prendre la même chose pour pratiquement toutes les agences, puisqu'en fait, les agences font du lobbying dans les différents endroits. Donc, je pourrais donner d'autres exemples si besoin est, mais on voit la même chose. Donc, l'exemple que je citais tout à l'heure, pour faire le lien, c'était les banques à travers la Banque mondiale et le FMI, les banques privées. On a la même chose, par exemple, au niveau du lobby industriel et nucléaire, avec l'AIEA et l'OMS, par exemple. Alors, précisément, à propos de l'eugénisme, vous évoquez une notion peu connue qui est celle de l'eugénisme militaire, et vous prétendez que les élites eugénistes des pays riches luttent ou ont lutté contre l'accroissement démographique des pays pauvres. Pourtant, la démographie s'envole. Les prévisions actuelles font passer l'humanité de 7 à 10 milliards d'humains d'ici à 2050. Donc, apparemment, cet eugénisme élitaire ne fonctionne pas bien. En fait, je vais essayer d'expliquer qu'en fait, effectivement, il peut y avoir un problème, d'ailleurs, je n'en parle pas trop, mais un vrai problème démographique par rapport au décalage entre l'accroissement de la population et le problème des ressources, mais qu'il y a au moins deux façons, si ce n'est plus, deux façons différentes de résoudre le problème. Il y a une vision, on pourrait dire socialiste, sociale pour être plus large, hein, parce qu'il faut différencier socialisme et parti socialiste, qui est de redistribuer les richesses pour permettre aux gens d'avoir accès à des emplois, à une éducation, et finalement, à ce moment-là, les femmes retrouvent une autonomie par rapport à leur corps et une baisse de la démographie. Et puis il y a la vision de droite, donc la vision libérale, néolibérale, ou l'empire eugéniste, qui consiste à l'inverse, uniquement à limiter la démographie en diminuant en fait, finalement en distribuant uniquement des préservatifs ou en faisant pire à une époque, en ligaturant les trompes des femmes contre leur liberté. Et mais globalement, on diminue la population, mais on ne redistribue pas les richesses. C'est la vision de droite du système. Donc je dis oui, il y a un problème démographique, mais le problème c'est surtout comment on va y arriver. Hein, sous une approche sociale ou une approche libérale, voire eugéniste, je vous dis c'est encore pire, où à ce moment-là, on empêche de façon très dictatoriale le développement de la population. Alors, vous dites également, en citant Jean Ziegler, que les pays riches laissent mourir de faim volontairement, par choix politique, des millions de personnes dans les pays pauvres. Les actions médiatiques de lutte contre la faim dans le monde, menées par la FAO notamment, ne seraient-elles donc que de la poudre aux yeux, voire de l'imposture? Et pensez-vous, comme semble dire Jean Ziegler, que l'agriculture actuelle est largement capable de nourrir 10 milliards d'êtres humains, tous pays confondus? Je pense surtout effectivement que les organisations internationales, c'est l'aboutissement du système capitaliste, mais au niveau, c'est un capitalisme mondial qui est mis en avant aujourd'hui. Évidemment, elles ne disent jamais qu'elles sont des organisations capitalistes, mais de fait, elles servent les intérêts capitalistes mondialisés, donc celui des transnationales. Et donc, quand elles font des discours, c'est des discours toujours à la périphérie. Donc, c'est des grands discours pour rassurer la population, dire on s'occupe des personnes qui ont des problèmes alimentaires et autres, mais elles ne cherchent jamais à réellement changer les choses. Donc, c'est toujours un discours général. Et pourquoi est-ce qu'on laisse mourir les personnes de faim? Parce qu'ils ne sont pas solvables, donc ils ne permettent pas de générer des profits. Et puis de fait, en plus, ça c'est secondaire presque par rapport à ça, mais comme ils ont aussi une vision antinataliste, ça permet aussi de diminuer le nombre de l'armée démographique qui pourrait les contraindre. Ça c'est presque secondaire, c'est la priorité pour eux, c'est que de toute façon ils ne sont pas solvables, donc ça ne nous intéresse pas. Alors, vous abordez ensuite un problème crucial et qui constitue un enjeu majeur pour l'avenir alimentaire de la planète, celui du contrôle des semences par les firmes semencières transnationales et son corollaire, le contrôle de l'agriculture par l'oligarchie pétrochimique. Dans ce domaine,
où situez-vous la limite entre la légalité et l'illégalité? Dans le domaine, je donnais l'exemple des semences, et en particulier c'est le livre de Engdahl qui est intéressant par rapport à ça. Il n'y a pas réellement, enfin en tout cas ce que je connais, après il y a différents éléments d'autres anecdotiques mais qui sont en cœur de l'inégalité, c'est plutôt en fait, à nouveau, là c'est un autre exemple parmi d'autres, de contrôle de l'agriculture par les multinationales, en l'occurrence agrochimiques, pour justement déjà augmenter leurs profits et finalement aussi contrôler toute la chaîne alimentaire de la plante, enfin, de la graine jusqu'à l'assiette du consommateur, de A à Z. Et Monsanto, c'est effectivement un des exemples caractéristiques où on contrôle la graine jusqu'à le paysan et puis ensuite la grande distribution derrière. Oui, mais alors précisément, dans le domaine semencier, il y a un droit qui est en train de se mettre en place, lié à la nouvelle conception de brevetage du vivant, qui change beaucoup de choses. Donc, qui dit droit dit légalité. Donc, il y a une légalité qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, hein, qui va priver la plupart des agriculteurs de semences paysannes. Donc là, on est dans l'application d'un nouveau droit. Ce droit est dit illégal. Je reviens à mes questions. Où mettez-vous la limite entre la légalité d'un droit qui est en train de s'installer par des voies démocratiques et puis une autre conception qui, elle, du coup, devient illégale? C'est-à-dire semer ses propres semences. La privatisation du vivant et en fait cette sorte de marchandisation qui consiste à mettre des brevets sur tous les éléments, donc des brevets légaux, sont légaux mais illégitimes. Donc ça c'est encore un peu un autre débat, mais malgré tout. Et du coup on organise la domination du monde avec des lois qui sont certaines légitimes, d'autres illégitimes. C'était la critique classique à nouveau de Marx sur le droit qui estimait que c'était un droit bourgeois, donc un droit au service du capitaliste, mais pas forcément un droit qui sert les intérêts des plus faibles. Mais ça reste légal, c'est pas forcément légitime. Alors, on parle maintenant de légitimité. Vous dites un peu plus loin, la légitimité démocratique du G8 s'avère très limitée. Ce club ne représente en effet qu'une infime partie de la population terrestre, mais le G8 a-t-il réellement des pouvoirs étendus? Lesquels? Donc est-ce que cette non-légitimité démocratique du G8, finalement, pèse? C'est votre opinion que je sollicite là. Donc sur le G8, en fait, le G8, il est pas illégal, mais il est fortement illégitime, il a été élu par personne. Par contre, pour éviter aussi ceux qui vont dans l'excès inverse, les dirigeants du G8, la plupart ont été élus. Alors après, c'est un problème de l'élection à nouveau, mais bon, c'est pas tellement mon propos. Moi, j'essaie de centrer, donc je vous disais, à la fois mon travail sur à la fois les questions antidémocratiques, mais celles qui sont encore plus radicales, c'est quand les élites deviennent illégales. C'est quand même le propos du bouquin. Donc dans le G8, c'est plutôt un problème de démocratie, hein, dans la mesure où ça représente que 8 pays, et, alors qu'il y en a plus de 200, et donc c'est ça quand même le problème de fond, c'est qu'en gros c'est 8 pays qui dirigent le monde, et au service de leurs intérêts multinationaux, transnationaux, enfin de leurs entreprises transnationales. Vous abordez ensuite le pouvoir des élites de la production et du commerce, c'est-à-dire des élites économiques. Et vous écrivez: l'exploitation légale par le capitalisme est un des premiers facteurs antidémocratiques. Vous stigmatisez donc ici une légalité antidémocratique. Comment en sommes-nous arrivés, selon vous, à ce quasi-oxymore politique? Légalité antidémocratique. En fait, la puissance des multinationales, donc on revient, donc là il ne faut pas l'oublier non plus, mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc je vais aller vite. C'est à nouveau sur les trois piliers du marxisme, c'est l'exploitation, la domination et l'aliénation. Donc ces trois éléments-là, l'exploitation elle est légale, puisqu'on exploite la population à travers des salaires bas. Il y a une domination qui se fait de fait grâce, alors là c'est très très large, mais bon en un mot, et dans l'entreprise, dans la mesure où il y a une propriété privée des moyens de production qui fait que le propriétaire, le patron, impose sa décision aux autres, à la différence des coopératives où c'est le patron qui est élu. Et aliénation, c'est qu'à un moment donné, les citoyens sont même plus conscients qu'ils sont dominés et exploités, et donc ils considèrent que c'est normal, c'est la pensée unique. Donc ça c'est quand même les fondements aujourd'hui du capitalisme, et du coup,
les lois peuvent être illégales, inéquitables, mais elles sont considérées comme légitimes alors qu'elles sont, en tout cas elles sont légales, mais elles sont de fait illégitimes alors que ça nous semble légitime. Vous citez le pouvoir économique du capitalisme occidental comme agissant souvent contrairement aux intérêts des pays du Sud. Pouvez-vous nous donner des exemples et développer un peu cette position? Donc en fait, les multinationales françaises, il y en a beaucoup, les multinationales du G8 en particulier, hein, mais toutes les multinationales envahissent les pays du Sud qui sont des pays les plus pauvres pour... officiellement, c'est pour contribuer à l'enrichissement du pays. En réalité, c'est l'inverse, c'est pour écouler leurs marchandises et augmenter leurs profits, leur part de marché. Et donc quand la Banque mondiale fait des prêts aux pays du Sud, une des conditions, ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, c'est justement d'obliger l'ouverture de ces pays-là des frontières pour que justement toutes nos multinationales puissent envahir ces pays-là et augmenter leurs profits. Donc ça contribue à déstructurer leur économie et à nous enrichir nous, au service donc finalement à nouveau de nos multinationales. Donc ça c'est un élément, et ça reste encore légal puisque c'est officiel en quelque sorte. Mais des fois ça va plus loin, et que ce soit d'ailleurs chez nous ou comme ailleurs, où il y a des dimensions illégales, et par exemple dans la production, ou dans le pouvoir de production illégal, c'est quand par exemple Total fait ce qu'on appelle des cargos fantômes, où non seulement ils payent peu le pétrole, mais surtout ils ramènent des cargos non déclarés, et donc ils volent directement le pétrole à certaines nations africaines, notamment au Congo-Brazzaville par exemple. Le livre d'Arel par exemple parle. Selon vous, l'écologie n'est pas absente des manipulations des élites. Vous citez notamment le marché des bons d'émissions carbone. En quoi ce marché, dans lequel nous savons que le pape mondial de l'écologie Al Gore est omniprésent, est-il illégal et adémocratique? Donc celui-là, donc en fait le titre de mon livre c'est Le pouvoir illégal des élites. L'éditeur a voulu que je laisse tomber l'autre volet qui est la dimension illégale et adémocratique. Donc j'en parle dès l'introduction. Il y a toujours les trois niveaux, la dimension légale, illégale et aussi adémocratique. Enfin l'exploitation légale disons. Et donc là, dans le domaine du marché dont rappelé, il y a peu de choses illégales, c'est plutôt un détournement du système qui visait justement à diminuer, à contrôler le climat, enfin contrôler l'émission de carbone dans le but de protéger le climat, qui a été détourné au profit à nouveau des multinationales, qui permet aux multinationales de produire infiniment, enfin continuer à produire, sans pour autant moins polluer et moins produire de fait. Donc c'est un détournement du système. Par contre, elles ont d'autres, elles arrivent aussi avec d'autres méthodes, notamment dans le domaine climatique, justement en finançant des ONG, etc., à les instrumentaliser pour les faire travailler dans leur direction. Oui, alors, plus étonnant encore, vous prétendez que les thèses décroissantes, issues notamment des travaux du Club de Rome et du rapport Meadows Limit to Growth, tendancieusement traduit d'ailleurs par halte à la croissance, auraient été en fait instrumentalisées par le grand capitalisme pour donner naissance à ce que vous nommez une décroissance néolibérale. Qu'est-ce donc que cette décroissance néolibérale? Et de quelle façon, selon vous, servirait-elle les intérêts occultes, illégaux ou adémocratiques du grand capitalisme? Donc il y a beaucoup d'écologistes et de décroissants qui mettent en avant le rapport du Club de Rome halte à la croissance en disant ça c'est important. Effectivement c'est important, mais ce qui devrait les interroger c'est pourquoi est-ce que dans ce club il y a beaucoup en tout cas de grandes représentants de grandes multinationales, notamment celle de Fiat, voilà, c'était donc en Italie. Et ben justement c'est que eux ils ont conscience qu'il y a ils avaient conscience dès les années 70 d'une limitation du nombre des ressources, et donc le développement, la croissance du capitalisme va aller se limiter, et donc pour eux, il faut faire une halte à la croissance, mais pas au service, pas contre leurs intérêts, surtout pour que leur vision à eux, en tout cas de mon point de vue, sinon ce serait pas tellement cohérent par rapport à leur démarche, c'est pour limiter la croissance des plus pauvres, cette armée démographique, dont a peur Kissinger, mais pour permettre justement la croissance à plus long terme des plus riches, en l'occurrence des transnationales. Et dans ce sens-là, il peut y avoir une instrumentalisation, c'est ce qui se passe très souvent d'ailleurs par des ONG, c'est lorsque les ONG ne comprennent pas en fait
qu'elles sont instrumentalisées au service de certaines causes. Et un combat, il y a eu tout un conflit qui a été développé par Engdahl aussi, entre le lobby pétrolier et le lobby nucléaire, où justement les lobbies, le lobby pétrolier a financé les antinucléaires, et ça leur a permis justement d'associations antinucléaires, ça leur a permis justement d'avoir un peu de... Parce qu'en combattant le nucléaire, ça fait plus d'espace pour les pétroliers. Donc il y a déjà un conflit entre dirigeants, entre élites pro-nucléaire et pro-pétrolière, et du coup les ONG sont instrumentalisées parfois, bon, des fois elles le font, enfin, des fois elles savent qu'elles vont se faire instrumentaliser, donc elles font attention, mais des fois elles ne se rendent pas compte elles servent des intérêts qui les dépassent. Mhm. Alors, dans le chapitre 5, vous abordez ensuite le pouvoir illégal de l'État lui-même. Comment cela est-il possible, puisque l'État, par définition, est garant suprême de la légalité? Donc, l'État, il a différents moyens pour... enfin, la déviance en fait de l'État, c'est premièrement, c'est l'État au départ est censé défendre l'intérêt général et appliquer le programme, en tout cas le président de la République a été élu pour appliquer un programme. Alors on voit que très rapidement, là c'est l'exemple de Hollande, mais c'est pareil avec la plupart des grands dirigeants, il y a un programme qui dit et après il y a ce qu'ils font. Donc il y a déjà un premier décalage qui pose un problème quasiment de légalité. Hein. Aujourd'hui il n'y a pas moyen de révoquer un élu, mais ça serait à mon avis un problème. Ça c'est le premier élément. Et ensuite il y a à nouveau le problème, mais ça j'en ai déjà évoqué donc je ne vais pas redévelopper, c'est le fait que en fait, les élites politiques servent les intérêts des élites économiques pour des intérêts de classe. Et un des exemples, parmi d'autres, c'est que le ministère des Affaires étrangères, c'est en fait, on appelle comme ça, avec ses ambassades, en réalité c'est le ministère des entreprises françaises à l'étranger. Et donc il y a même certains ministres qui l'ont presque dit officiellement, je donne des exemples dans le livre, et on voit en réalité que ça sert surtout ces intérêts-là. Donc ça pose un problème. Alors, vous écrivez, toujours dans ce chapitre, on observe que la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire n'est pas véritablement respectée. Et vous énumérez les agissements des élites pour limiter le pouvoir de la justice en leur faveur. Ce qui n'est malheureusement un secret pour personne, on connaît plein d'affaires de ce genre. Par contre, vous ne parlez pas du pouvoir législatif, qui est dépossédé de l'essentiel de sa mission de voter les lois, puisque 90% des lois ne sont pas votées en Assemblée du peuple, mais décrétées par l'exécutif, c'est-à-dire par le gouvernement, arrêtées par un fonctionnaire, c'est-à-dire un préfet, ou par un élu local, c'est-à-dire un maire. Cela donne 11 000 lois votées contre 130 000 règlements à décret non votés. Selon vous, cette situation procède-t-elle également d'un pouvoir illégal d'élite, ministre, préfet, maire, ou d'un fonctionnement normal de la démocratie? Non, il y a des problèmes démocratiques classiques, celui que vous évoquez, notamment le manque de pouvoir du législatif, et donc manque d'indépendance entre ces trois pouvoirs, ça c'est un problème, mais ça reste encore légal, en dehors même, d'ailleurs le lobbying c'est légal, hein. Ça pose des problèmes de démocratie. Moi ce que j'ai plus pointé, c'est la question justement de la séparation entre le pouvoir donc, judiciaire avec les deux autres, le législatif et l'exécutif, en expliquant qu'en fait il y avait au moins trois méthodes pour lesquelles la justice est entravée. Donc il y a la pression qui est faite par le gouvernement sur la justice. Et il y a beaucoup d'affaires qui sortiraient si la justice faisait son boulot, mais elle ne peut pas le faire. Et il y a les trois méthodes principales, et il y en a d'autres. Hein. C'est le fait quand les procureurs, qui eux sont peu indépendants donc, du ministère de la Justice, on fait pression sur eux pour qu'ils n'instruisent pas, enfin qu'ils fassent en sorte que l'affaire ne soit pas, enfin qu'on ne saisisse pas la justice. Donc du coup, l'affaire n'est pas du tout jugée, puisqu'en fait, on considère qu'il n'y a pas lieu d'être. Le deuxième élément, c'est lorsque on met en avant le secret défense. Et là, c'est le ministère de la Défense et le gouvernement, tout simplement, qui dit il y a des enjeux sur le secret défense. Et du coup, une affaire est mise, disons... on dessaisit le juge et autres en disant c'est la sûreté nationale qui est mise en avant, la raison d'État, et on voit en 2008 il y a 677 affaires qui ont été mises de côté sous le motif du secret défense. Donc ça pose un vrai problème démocratique. En général, ce genre d'affaires, c'est surtout les élites économiques et politiques qui sont derrière, parce qu'évidemment ça pose un problème. Et le dernier point, c'est quand on dessaisit un juge d'instruction
qui eux sont les plus indépendants, mais ils peuvent quand même être dessaisis, on en remplace, on en met un autre moins gênant. Par exemple, c'était l'exemple du juge Alphen qui a été dessaisi et qui s'intéressait à l'affaire des HLM de Paris, qui concernait notamment l'UMP et Chirac. Vous traitez ensuite du pouvoir répressif illégal des élites, dans lequel vous incluez principalement les guerres déclenchées sans motif réel autre que celui d'intérêts économiques. Mais ne sommes-nous pas dans ce cas de figure, au-delà du droit et de la légalité, pour entrer tout simplement dans le fonctionnement normal des relations entre les peuples, tel qu'il a toujours été historiquement constaté? Donc, quand on parle de l'égalité des dictateurs, c'est normal. Donc, le problème, c'est que quand on est dans des nations qui se disent démocratiques, républicaines, fondées sur l'état de droit, or, nos dirigeants, dès que, déjà au niveau français, au niveau national, déjà ils ont du mal à ne pas tomber dans l'illégalité, mais alors dès qu'on sort des frontières, Brodel l'expliquait vraiment naturellement, que dès qu'on sort des frontières, les lois on en tient encore moins compte. Tous les principes de justice, etc. Aux États-Unis, il y a l'histoire de Guantanamo par exemple, mais chez nous, c'est la même chose. Par exemple, nos armées forment d'autres, soit elles commettent elles-mêmes des actions illégales. Un exemple, c'est l'exemple du Rwanda. Et en fait, le Rwanda, c'est encore en cours de procès, mais justement, probable que le procès n'arrive jamais vraiment jusqu'à son terme. C'est que l'armée française est accusée de complicité de génocide contre l'humanité. Alors pourquoi? Alors est-ce que c'est vrai et faux? Bon, si on creuse un peu, on se rend compte que oui, ils ont été complices de ce génocide. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais en un mot, qu'est-ce qui pouvait les pousser à ça? Et ce qu'il faut comprendre derrière cet exemple-là, ces actions qui sont, disons, aussi radicales, c'est qu'en fait, derrière toutes les guerres dans les pays du Sud, il y a un conflit entre grandes puissances. Dans le cas de la guerre froide, on s'en est rendu compte. C'était donc les communistes d'un côté contre le clan capitaliste de l'autre. Et au Rwanda, c'est la même chose. Je prends l'exemple du Rwanda, c'est la même chose. En fait, la France était du côté des Hutus et les Tutsis étaient soutenus de leur côté par les États-Unis. Donc en général, les pays du G8 sont soudés entre eux, mais il y a des moments où ils ont des intérêts divergents. En l'occurrence, c'était au Rwanda. Et donc pour éviter de perdre la main au Rwanda, ils ont donc choisi d'appuyer, de soutenir les Hutus jusqu'au génocide. Et donc en l'occurrence, ils ont perdu et la guerre, et le Rwanda, et l'honneur de la France. Oui, mais excusez-moi d'insister encore un petit peu sur cet aspect quand même très très sensible. Vous parlez des dérives militaires, telles torture, services secrets, détention arbitraire, coups d'État, barbouse, mercenaires, etc., etc. Mais pensez-vous réellement qu'il soit possible d'établir un véritable droit de la guerre, respecté par tous et pérenne, et en vertu de quel principe établir ce droit? Je m'intéresse à la guerre en particulier, mais l'exemple du Rwanda c'est un exemple, mais quand je parle de pouvoir répressif, c'est justement pour élargir, c'est pas uniquement le pouvoir militaire, c'est aussi le rôle de la police, etc. Et qui fait, comment dire, où il y a beaucoup de dépassement et d'égalité. Donc, un des éléments du pouvoir répressif, par exemple, c'est quand nos élites politiques, par exemple, là je vous donne un autre exemple qui est un peu connu, mais bon, c'est l'assassinat de Robert Boulin, qui était un ministre de la République sous Giscard, c'était en 1974. Et donc il y a un livre de Colonna, et puis il y a tout un procès en cours, qui explique qu'il aurait été assassiné justement dans un conflit entre Chirac et Giscard avant les élections. Voilà. Donc par le groupe, donc par des hommes de main liés au SAC qui sont liés à Pasqua et Focard. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est donc Colonna qui met en ça, un journaliste de France Inter d'ailleurs, qui parle de ça. Simplement pour donner un exemple, qu'en fait, ces élites, quand il y a un problème, elles n'ont aucune limite. Elles sont prêtes à tuer ceux qui s'opposent à leur marche. Et donc on voit beaucoup, et je fais une liste dans le bouquin de personnes qui sont mortes, aussi bien en France qu'à l'étranger,
parce qu'on s'opposait en gros à leurs intérêts, et donc le meurtre, ou l'intimidation évidemment, ou le chantage, fait partie des éléments, alors elles ont un discours républicain fondé sur l'état de droit régulièrement, et donc il y en a peu qui sont inculpés pour ça, parce que ça arrange pour que justement ça ne soit pas le cas, mais ça fait partie des pratiques. Mais alors, justement, lorsque ces pratiques qu'on constate à l'intérieur d'un même pays, puisque là, on n'est plus dans l'intervention d'un pays dans un autre pays, c'est pour des besoins de politique intérieure. Les pratiques illégales sont effectuées par les hommes du pouvoir contre des opposants, voire des rivaux du même clan. Le franchissement de la ligne légale par les pouvoirs publics est-elle, à votre avis, un signe de faiblesse ou de force pour ceux qui la pratiquent? Avant de répondre juste à la question plus de fond, pour faire le lien avec ça, pour l'histoire de Robert Boulin, c'était, selon la famille autre, un assassinat. Officiellement il ils sont peu à être assassinés, officiellement ils se suicident. Ils ont des accidents. Il y a beaucoup en ce moment il y a aussi un suicide de Strauss-Kahn, le collègue de Strauss-Kahn, a été assassiné, non, suicidé justement, mais on peut toujours s'interroger, il se suicide beaucoup à ce niveau-là. Et Kennedy, bon, bah, pour le coup, là, c'était différent, c'était un vrai assassinat, on ne pouvait pas dire qu'il s'est suicidé. Voilà, donc il y a un problème, souvent il se suicide, donc il y en a beaucoup qui jettent par les fenêtres, c'est le cas d'ailleurs du collègue de Strauss-Kahn. Donc c'est un peu comme ça que ça se pose. Alors la question c'était, est-ce que c'est justement un signe de force ou de faiblesse du système? En tout cas, c'est signe de force, enfin oui et non. Oui, on pourrait dire, je vous comprends la question, on pourrait dire que c'est une forme de faiblesse. Quand on arrive à tuer un opposant, ça veut dire que le système ne marche pas suffisamment bien. Oui, en général, le système n'a pas besoin de tuer ou de suicider. En général, les gens s'arrêtent avant naturellement. Mais tous les leviers sont utiles pour les plus puissants, notamment le suicide assisté. Vous abordez ensuite des pouvoirs plus diffus que vous nommez dans votre chapitre 7 les pouvoirs idéologiques. Et vous mettez au premier plan de ce que vous nommez l'idéologie néolibérale hégémonique. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord ce que vous entendez exactement par néolibéral, puisque c'est un terme que vous reprenez souvent, et notamment en quoi ce terme diffère du terme générique libéral, donc pourquoi néolibéral? Et ensuite, quelles sont les manifestations les plus visibles de cette domination idéologique néolibérale? Le capitalisme néolibéral, en fait le néolibéralisme c'est complètement lié au capitalisme, en fait c'est la liberté poussée à son paroxysme, mais pas la liberté pour tout le monde, la liberté pour les puissants, d'avoir une propriété et d'évincer les autres. Donc tout le monde n'est pas égalitaire sur la propriété, tout le monde n'a pas la même liberté d'accès. Donc cette idéologie justement capitaliste néolibérale, qui en fait entérine la liberté des dominants, est considérée aujourd'hui comme la pensée unique. Et c'est ça qui permet justement d'avoir évité à tuer et assassiner la majorité de la population, puisqu'en fait les gens sont tous convaincus que c'est le meilleur chemin à suivre. Donc ils sont aliénés, pour reprendre les mots de Marx, ils sont aliénés par ce système en pensant qu'il n'y a pas d'autre voie que cette voie-là. Et l'autre idéologie opposée qui a échoué, c'était le communisme, mais en fait c'est un communisme stalinien. Et donc, de mon point de vue, il y a plein d'autres pistes à développer, qui seraient des formes intermédiaires entre ces deux approches, en fait. L'une fondée sur l'égalité, on va dire la dictature de l'égalité, et puis l'autre c'est la dictature de la liberté, on pourrait dire ça, et qui seraient des formes de socialisme avec une planification du marché, ou des coopératives et des entreprises publiques, enfin tout un système, je ne sais pas, développé dans ce livre-là, mais qui serait possible. Du coup, la force du système aujourd'hui, c'est cette puissance idéologique, notamment qui avait été expliquée par Gramsci, où elle devient hégémonique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même plus besoin de contraintes, de domination, c'est un pouvoir hégémonique qui exerce son influence par la pensée unique, et tout le monde pense qu'il n'y a plus qu'à, c'est la fin de l'histoire. C'est le livre de la fin de l'histoire, donc ça s'arrête là. Alors vous allez même plus loin en parlant du pouvoir de la culture et de la religion, le soft power. Mais finalement, ne pensez-vous pas que les masses qui adhèrent à cette culture néolibérale hégémonique que vous venez de décrire le font en toute lucidité et volontairement? Comment pouvez-vous démontrer qu'elles subissent en fait ce joug de pouvoir illégal et indémocratique néolibéral?
Donc une grande partie de l'assujettissement vient de ce qu'on appelle la servitude volontaire, hein, et donc où justement chacun a finalement un intérêt à servir l'ordre, notamment parce qu'il y a des strates de pouvoir, et que finalement en servant, en étant dominé un peu, on peut dominer aussi ceux qui sont plus bas. C'est aussi un des intérêts de cette servitude volontaire. Donc le pouvoir religieux, c'est un pouvoir idéologique, hein, et il contribue aussi, donc avec le pouvoir politique qui développe des idées, contribue aussi à, à faire avancer les choses dans sa direction, et notamment, c'est un pouvoir qui est fondé, alors je le distingue quand même fortement, de mon point de vue en tout cas, du pouvoir spirituel, qui consiste en fait à avoir une recherche spirituelle individuelle, mais dès que cette recherche spirituelle devient collective, dans un grand groupe, il y a le pouvoir à nouveau des institutions reprend la main, donc le pouvoir en fait des groupes et des élites, du coup la religieuse, reprend la main, et on voit que depuis 400 ans par exemple, hein, le pouvoir des jésuites, hein, et c'est l'objectif des jésuites dans ce cas-là, donc le pape aujourd'hui est jésuite, c'était, d'ailleurs ils l'ont dit officiellement, c'est que l'église catholique, donc le pouvoir catholique, devienne un pouvoir dominant dans le monde. Mais en ce sens-là, ils ne s'opposent pas aux capitalistes, puisqu'en fait ils sont très traditionalistes, et ils s'appuient, ils aident au contraire les capitalistes à développer leur puissance, notamment avec ce que Marx expliquait, l'opium du peuple. On oublie, notamment pour le capitalisme, le catholicisme, c'est qu'en fait on oublie l'opposition aux dominants, où on dit au contraire la pauvreté devient nécessaire, et donc finalement les plus pauvres seront les premiers au paradis. Et en ce sens-là, il y a des dérives, en tout cas des dangers nets de dérives, disons, d'opium du peuple liés au pouvoir religieux, qui contribuent à ce que justement le pouvoir capitaliste et les élites dominantes, politiques, etc., sont appuyés par ce pouvoir religieux. Au fil de ce catalogue des mauvaises pratiques élitaires, nous en venons naturellement à ce que vous nommez les projets élitaires de gouvernement mondial. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par cela? Donc les élites politiques et économiques, elles ont effectivement un projet où elles veulent nous emmener. Le projet qu'elles ont combattu à partir des années, dès que le communisme s'est mis à se développer, c'était justement un projet anti-communiste, donc un projet en fait capitaliste, et donc elles ont un projet pro-capitaliste au niveau mondial. Ceux qui l'ont initié dans les années 30-50, c'était surtout dans les années 50, après la guerre, c'était le groupe du Mont Pèlerin avec Hayek et d'autres, aussi Friedman, et ils ont réfléchi à qu'est-ce qu'ils voulaient comme société alternative. Donc ils ont développé le néolibéralisme. Mais ce projet-là, ils veulent qu'il se développe au niveau mondial, et la Banque mondiale, c'est sa religion séculière, comme l'explique Suzanne Georges, c'est la religion séculière de la Banque mondiale. Donc c'est développer ce néolibéralisme au niveau mondial, et qu'on continue, et de fait on y est quasiment, puisqu'en fait, à travers la dette, à travers les banques privées et qui sont coordonnées par la Banque mondiale, aujourd'hui qui dirige le monde? C'est la Banque mondiale et le FMI, à travers les banques privées, ou bien même plus précisément les grandes banques privées qui dirigent le Banque mondiale et le FMI, parce que c'est la façade, disons, légale et officielle, mais c'est déjà un gouvernement mondial du capitalisme financier. Donc il n'est pas encore complètement, je veux dire, c'est pas... quand il lève le petit doigt, les gouvernements n'appliquent pas directement, mais enfin c'est presque le cas, puisqu'à travers la dette, on est obligé de suivre cette voie-là. Voilà, c'est ça un peu l'idée, mais si on voulait encore pire, s'il y avait une révolution, ou si à un moment donné le système capitaliste s'écroule, il peut y avoir un effet dialectique, c'est en ce sens-là où je dis que les élites sont intelligentes, un effet dialectique, ou mieux encore que le capitalisme mondial centralisé, donc une sorte de dictature capitaliste. Le fascisme, c'est quoi d'autre qu'une dictature du capitalisme, même si souvent les gens d'extrême droite ne le disent pas. C'est mieux encore qu'une dictature fasciste, c'est une dictature communiste. Parce qu'une dictature communiste, il n'y a aucun contre-pouvoir, puisqu'en fait tout appartient à tout le monde. Dans une dictature fasciste, quand Hitler était au pouvoir, il y avait encore des grands barons de l'industrie qui pouvaient exercer un léger pouvoir. Bon, s'ils allaient trop loin, évidemment, ils se faisaient sortir. Mais dans une dictature communiste, c'est encore plus totalitaire, puisqu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir, puisque la propriété appartient à l'État. Donc on a encore moins de contre-pouvoir. Donc ces deux totalitarismes, communisme et capitaliste, donc le fascisme,
C'est deux formes maximum du pouvoir, mais je dirais que la pire encore, c'est celle du totalitarisme communiste. Donc c'est pour ça que l'alternative, c'est ni totalitarisme fasciste, ni totalitarisme communiste, mais au contraire, une démocratie fédéraliste et qui serait sociale. Vous terminez avec deux types de pouvoir des élites qui sont leur pouvoir relationnel et leur pouvoir médiatique, qui pourraient être rapprochés en ce sens qu'ils émanent tous deux d'une notion très contemporaine, le réseau. Faisant ainsi référence aux agissements de confréries plus ou moins occultes de type franc-maçonnerie, Club Bilderberg ou trilatéral, n'êtes-vous pas ici plus proche de la théorie du complot que d'une vision objective de l'histoire? Sur les complots, j'aime bien reprendre la citation de Lordon qui dit qu'en fait, c'est son article Le paille et la poutre. En fait, c'est dire que ce serait aussi absurde de dire qu'il n'y a aucun complot que de dire qu'il y en a partout. Voilà. Dire celui qui dénonce en disant non, les complots n'existent pas, si, ils existent. La question, c'est de bâtir toute une théorie politique sur les complots. C'est la dérive des complotistes. Voilà. Donc quand un complotiste nous donne sa analyse des choses, il ne faut pas dire c'est faux, il faut juste dire oui, c'est peut-être juste, il faudra l'étudier à chaque fois, mais ça fait partie d'un ensemble de systèmes, tout s'explique pas par un complot. C'est ça le problème de l'approche complotiste, c'est de vouloir tout expliquer par les complots, et donc du coup d'oublier qu'il y a des structures, ou alors ça devient une structure de complot, mais qu'en fait, mon approche, elle diffère justement largement de ceux qu'on qualifie de complotistes, il faut encore savoir qui c'est en l'occurrence, c'est un grand débat aussi, mais c'est au sens où, moi j'explique qu'il y a des structures qui dépendent des structures légales et illégales, et qui en l'occurrence, la structure du capitalisme, et c'est pas un problème de complot et d'individus, et de choses volontaires, ça dépasse les individus. On peut enlever tous les procès que n'a pas eu Chirac, Sarkozy ou d'autres, ça ne change rien au système. Le système, c'est pas. Il y a un système qui est derrière, qui dépasse les complots. Donc, de la même façon, sur la question ce que j'appelle le pouvoir relationnel, les complotistes mettent tout sur ce pouvoir-là. Ils expliquent tout par le pouvoir des relations, des réseaux et des lobbies. Or, j'explique justement qu'il y a au moins 8 grands pouvoirs, et que si on enlevait celui-là, le pouvoir des réseaux, les 7 autres suffiraient à, à diriger le monde, en quelque sorte. On n'a pas besoin du pouvoir des réseaux. Évidemment, c'est un rouage très utile, mais c'est quand même relativement secondaire. Donc parmi ces groupes-là, il y a donc ces pouvoirs des réseaux, donc il y a le pouvoir des relations, c'est pour ça que j'appelle le pouvoir des relationnels, et à côté de ça, il y a le pouvoir des lobbies des groupes. Alors il y a un ensemble de groupes très compliqués, plus ou moins formels ou informels. En France, on a par exemple un groupe qui est plus ou moins connu, il y a Pierre Carl qui a fait un film là-dessus, qui s'appelle Le Siècle, où on voit toutes les élites de droite et de gauche et les élites économiques qui se réunissent régulièrement dans l'Automobile Club de France à Paris, où elles mangent ensemble tranquillement, etc. Puis après elles se tapent dessus copieusement. Donc on voit vraiment une entente entre elles, même s'il n'y a pas une entente sur un projet, ça crée une connivence entre elles, qui montre que finalement il y a quand même des liens forts, surtout avec les journalistes. L'autre plus connu, c'est Davos, où là on se rencontre les élites politiques et les élites économiques ensemble. Elles viennent discuter, alors là c'est assez ouvert parce que les médias peuvent être présents. Et voilà. Un autre groupe qui est le pendant, en fait, c'est le groupe Bilderberg, qui est finalement maintenant assez connu, mais qui est tout de suite associé au complotisme. Et en fait, on se rend compte qu'il y a le groupe Bilderberg. Bon, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens associent au complotisme? C'est qu'il y a un des principes, c'est que les paroles qui sont dites dans ce groupe ne doivent pas ressortir. Alors évidemment, ça motive beaucoup ceux qui développent la théorie du complot, mais en réalité, je ne pense pas pour autant que c'est si important que ça, ce qui s'est fait au groupe Bilderberg, mais c'est comme à Davos, c'est un moment où les élites économiques se rencontrent avec les hommes politiques, et il y a 3-4 moments dans l'année où ils se rencontrent. Donc il y a le Bilderberg au mois de mai, Davos en janvier, et puis vers l'automne, les rencontres du FMI de la Banque mondiale, où à nouveau c'est les mêmes acteurs qui se rencontrent, et ils contribuent à trouver une sorte de cohérence idéologique autour du capitalisme libéral, qui n'a rien de secret, c'est bien connu, on sait comment ça se passe. Donc le consensus de Washington, qui contribue à se faire dans ces lieux-là. Hein. Donc c'est pas si grave que ça, mais ça pose un problème démocratique malgré tout, parce que c'est un endroit où les médias ne rapportent pas d'éléments. Et dernier exemple par rapport à ça, en ce moment on parle du TAFTA,
hein, donc le grand marché transatlantique, et derrière tout ça, il y a des lobbies, notamment le TABD, qui est un lobby de grands multinationales européennes et américaines qui sont derrière. Donc à chaque fois, on voit qu'il y a des lobbies qui sont présents. C'est pas parce qu'il y a des lobbies que tout s'explique par les lobbies. Voilà. Vous parlez tantôt de pouvoir illégitime, tantôt de pouvoir adémocratique, mais vous pointez pratiquement toujours un fonctionnement occulte. Ces trois termes, illégitime, adémocratique, occulte, sont-ils pour vous synonymes, ou comment les distinguez-vous les uns des autres? En fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs... la dimension occulte, je la regroupe sous la dimension illégale, hein, parce qu'il y a des choses illégales qui sont devenues, qui ne sont plus occultes quand la justice fait son travail. Tant que la justice ne fait pas son travail, c'est occulte. Mais occulte, en fait, c'est tout ce qui est caché, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées et légales. Par exemple, quand on fait une loi, il y a plein de choses qui sont cachées et légales. Donc pour ça que j'ai pas, au début, j'avais réfléchi sur la question d'occulte, mais maintenant j'ai laissé tomber cette dimension-là. Le problème, c'est pas tellement caché ou pas caché, parce que ça c'est partie des choses, il y a la vie privée et le reste. Voilà. Et bien que la démocratie soit fondée sur la transparence, il y a toujours des choses qui sont cachées. Le problème, c'est plutôt quand ça dévie, quand on dévie de la légalité. Et donc c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure aussi, l'autre élément, donc on a parlé du pouvoir des réseaux, et celui qui est très lié, c'est le pouvoir de la communication. Hein, l'autre, on a évoqué tout à l'heure, c'est un des rouages du pouvoir, c'est la capacité à communiquer, ce qu'on appelle la propagande. Hein. Et donc il y a plusieurs façons de développer cette propagande, donc évidemment c'est pas un mot qui est utilisé. Le premier levier, évidemment, c'est les médias. Le fait que les médias sont dans un système capitaliste, les médias sont au service des capitalistes. Dans le système communiste, ils étaient au service de l'État. Donc les médias doivent pouvoir être indépendants. En fait. Ils devraient vivre finalement que de leurs lecteurs, pour qu'ils soient réellement indépendants, en fait, sous forme de coopérative ou autre. Hein, comme par exemple le journal Alternative économique. Et souvent, les médias disent des fois des mensonges, mais en général, ce n'est pas des mensonges, ils mentent par omission. Il y a tout un secteur de choses qu'ils n'ont pas abordé. Je prends l'exemple du Rwanda, pendant très longtemps, on n'a pas abordé ça tant que ça n'a pas été au niveau de la justice. Voilà. Il y a plein de secteurs, donc il y a des pans immenses du système qui ne sont pas abordés, et donc c'est un mensonge par omission, mais ça contribue à faire avancer la pensée idéologique dominante. L'autre élément de la communication puissant, mais il y en a beaucoup, des leviers, mais l'autre élément important, c'est ce qu'on appelle le soft power, développé par Nye. C'est en fait le pouvoir... l'armée s'est rendu compte que c'était plus efficace, plutôt que d'aller directement envoyer des bombardiers et des soldats, contribuer déjà à faire changer les idéologies. Et par exemple, en finançant notamment les ONG, avec le pouvoir de l'humanitaire, ça contribue beaucoup à faire que le pouvoir occidental est mieux accepté. Je prends un exemple, la guerre d'Irak, on envoie l'armée, puis directement après on envoie les ONG, occidentales aussi, pour essayer de penser les plaies que l'armée a fait avant. Des fois on peut même le faire en amont, avant même d'envoyer une armée, on peut financer des ONG. Voilà. Et on se rend compte que la CIA, la CIA notamment, avec la NED, finance beaucoup d'ONG. Il y a beaucoup, et on le fait aussi pour la France, il n'y a pas que la CIA qui s'en occupe. Et notamment en Côte d'Ivoire, ils ont financé 39 ONG pour justement contribuer à déstabiliser Gbagbo à l'époque. Hein, puis bon, suite à ça, c'est Alassane Ouattara, puis d'autres éléments, qui a été comment dire, mis en place. Donc je confondais sur le nombre des 39, c'est un détail, c'était sur un autre pays, il y en avait 9 pour la Côte d'Ivoire. Enfin on voit en tout cas que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est pareil pour le Venezuela, que les ONG sont financées et elles dépendent toujours, les ONG, de qui les finance, malgré tout. Alors en dernière partie, vous parlez du pouvoir psychologique. C'est encore plus surprenant, le pouvoir psychologique des élites sur les peuples. Est-ce que vous pouvez développer ce concept? En fait, il y a deux éléments. Finalement, parmi ces 8 pouvoirs, la plupart des sociologues, des politistes ou des économistes ne parlent pas de psychologie. À l'inverse, les psychologues, des fois, ont tendance à tout focaliser sur le pouvoir psychologique, puis oublier le reste. En réalité, le pouvoir psychologique et les déterminismes psychologiques sont aussi importants que les déterminismes sociaux, économiques et politiques. Pour prendre un exemple, d'abord dans la légalité et après dans l'égalité. Dans la légalité, si on invente un jour une société parfaite, avec des lois parfaites, et qu'on met des individus comme aujourd'hui au pouvoir, le besoin de pouvoir qui est inhérent chez beaucoup d'humains, et en particulier chez les élites, mais pas que chez les élites,
va faire en sorte qu'ils vont chercher à détourner les lois et ils y arriveront. C'est ce que font d'ailleurs aujourd'hui les élites économiques avec le système légal de la démocratie française, du capitalisme légal. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas un changement profond des individus en eux-mêmes, en gros, c'est un dépassement de cette peur, parce que derrière cette besoin de pouvoir, il y a quoi? C'est qu'il y a une peur d'être faible, notamment. Et donc, il faut que les humains lâchent cette peur d'être faible, sinon ils auront toujours envie d'avoir pouvoir sur l'autre. Il y a d'autres peurs fondamentales qui sont derrière. En l'occurrence, par rapport à la consommation, la société capitaliste fonctionne aussi par ce besoin aussi de consommer, de signes de reconnaissance, qu'on appelle la consommation ostentatoire. Et derrière tout ça, c'est à nouveau, c'est le besoin d'être reconnu, donc la peur de ne pas être reconnu, la peur derrière de ne pas être aimé. Donc ces deux peurs fondamentales, la peur de ne pas être aimé et la peur d'être faible, c'est vraiment deux peurs qui font marcher le monde. Et si les humains n'apprennent pas à lâcher ces peurs-là, eh bien la société, on pourra faire tout ce qu'on veut, elle continuera. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Et dernier point par rapport à cette dimension psychologique, psychosociologique, c'est que je l'appelle psychologique ou psychosociologique parce qu'en fait c'est comme un cercle vicieux ou vertueux. C'est l'éducation, la société qui façonne nos personnalités et la personnalité aussi qui façonne la société. Donc c'est une boucle sans fin. Et ce que Brodel explique notamment, c'est que les élites se sentent justement au-dessus des lois parce que, donc ça c'est la dimension psychosociologique, elles considèrent que toutes ces lois qui sont faites pour le Kidam, c'est pas pour elles. C'est comme les feux rouges, c'est pas pour les présidents et les ministres en exercice. Les feux rouges, c'est que pour le bon peuple. Et c'est la même chose pour les lois classiques, c'est des lois pour le peuple. Eux, ils sont au-dessus des lois, donc ils n'ont pas à les suivre. Ça serait quasiment, même finalement, même nuisible à la démocratie que eux qui nous font aller vers l'évolution, suivre les lois, ça serait, disons, régressif. C'est pour ça que certains sont eugénistes en disant les pauvres nuisent à l'élitisme de la société, puisqu'en fait, une société qui doit évoluer, elle doit être élitiste, et donc donner de l'argent aux pauvres, c'est freiner la société, ça va augmenter la masse des pauvres. Donc il faut au contraire réduire les allocations aux pauvres, c'est la vision eugéniste, diminuer le financement des pauvres pour que les pauvres soient moins nombreux, alors qu'il faut mettre tout l'argent vers les plus riches pour que ces plus riches développent un élitisme. Et finalement, ça contribue, c'est les anciennes théories du sang bleu, de la dynastie, qui fait qu'il y a une élite au sang bleu, donc les nobles, les aristocrates, qui doivent faire avancer les autres, et il faut donc financer et aider ces élites-là. Les aristocrates, d'ailleurs, si vous regardez, il y a quand même encore beaucoup de deuil d'aristocrates parmi les élites. Quand vous regarderez la télé, vous ferez attention à ça. Et c'est toujours cette idéologie élitiste qui est derrière. En fait, si j'ai bien compris, votre livre s'efforce de démontrer que nous sommes dominés par un groupe restreint d'individus, que vous nommez élite, mais qu'on pourrait également nommer oligarchie. Ce groupe disposant de tous les pouvoirs, il en use, en abuse, puisqu'il s'affranchit même des frontières de la loi qu'il a lui-même établie pour les autres, lorsque son application à lui-même le gêne dans l'accomplissement de ses propres desseins. Le problème est de savoir si ces pouvoirs exorbitants peuvent être combattus dans le cadre du système politico-économique actuel ou s'il convient de changer radicalement ce système. Qu'en pensez-vous? Je pense que là vous avez fait une bonne synthèse de mon analyse des choses. Simplement pour prolonger ça, en fait, du coup la responsabilité dominante vient des élites, puisqu'elles ont un pouvoir dominant, mais l'autre responsabilité, ça vient des peuples. Les peuples, leur pouvoir, c'est la masse. Et du coup, en laissant les élites les dominer, ils sont aussi responsables. Donc finalement, la responsabilité vient des deux côtés. Elle est plus du côté des dominants, parce qu'ils ont plus de pouvoir, mais ça dépend. Eux, ils ont un pouvoir, disons, financier, pouvoir militaire, etc. Bon, les 8 pouvoirs que j'ai évoqués. Nous, on a le pouvoir de la masse. Et donc, on est plus nombreux. Puis le pouvoir des idées aussi, on en dispose, mais bon, chacun à sa mesure. Donc il y a une responsabilité partagée. On a un peu les gouvernements qu'on mérite, malgré tout. Et on pourrait voter pour d'autres, etc. Et alors, effectivement, après, ça suppose, si on veut changer les choses, donc de changer, je disais, à la fois l'humain, ça va prendre du temps, pour changer le comportement des gens. On voit bien que dans les associations, des comportements de dictateurs, on en voit nombreux, il n'y a pas besoin d'être aux commandes d'un pays ou d'une multinationale. Et ensuite, de changer de système. Parce que si on fait uniquement, ce que proposent certaines associations, je ne citerai pas leur nom, uniquement rajouter quelques lois
ou quelques éléments en plus pour justement ajouter la transparence ou un peu plus de répression, ça ne suffira pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut changer aussi de système. Donc ça veut dire qu'il faut dépasser le capitalisme, c'est un petit peu la conclusion de mon bouquin, je vais rapidement, mais j'en parle rapidement pour quand même donner des pistes, même si ça fera l'objet probablement d'autres livres. C'est de dépasser le capitalisme, ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie le capitalisme, le fondement du capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. Donc c'est passer à une propriété privée des moyens de production, à une propriété collective. Concrètement, c'est pas seulement si révolutionnaire que ça, c'est des entreprises publiques, des services publics et des coopératives. Ça c'est un premier élément qui serait un peu fondamental, puisqu'en fait, si on laisse une entreprise privée devenir si puissante, comme une multinationale ou une banque, elle a un PIB qui est plus important que certains États, et elle a des leviers à travers la délocalisation et puis ses finances, elle arrive à diriger et à imposer son point de vue aux États. Donc il faut éviter cette dérive-là, et donc une entreprise publique, déjà, avec un salaire limité, contribue à ce que le dirigeant, enfin les actionnaires et les dirigeants de cette multinationale, ça contribue à diminuer leur pouvoir sur les États. Donc ça fait partie des pistes, bon, enfin ça faudra développer plus, ça fait partie des pistes pour les alternatives. Ça c'est pour la dimension démocratie économique. Après il y a la dimension, la démocratie politique, et ça suppose, donc là c'est à nouveau un grand volet, de dépasser et la dépecer aussi d'ailleurs, enfin surtout la dépasser, la démocratie représentative, et y ajouter la démocratie directe, la démocratie participative, ajouter du tirage au sort, un ensemble de choses qui contribuent à améliorer la démocratie et aussi rendre les choses, décentraliser les choses par plus de fédéralisme, enfin, tout un ensemble de choses qui permettront d'aller vers justement cette alternative à ce capitalisme des élites actuel. Thierry Brugvin, merci. Merci.